Un mot rapide concernant les intervenants. Étienne Deslandes, qui est coprésident de la FEMASORA ECO, aura un petit propos introductif pour vous redire l'esprit de ce webinaire et de ce partenariat. Au niveau de l'équipe de la Fédé, que ce soit Claire, Tiffaine ou moi-même, on va s'occuper plutôt de la gestion technique du webinaire. Donc, c'est à nous que vous aurez affaire sur le chat le plus souvent. Le docteur Jean-Michel Auriol, qui représente aujourd'hui le CEPRAL et qui est notre partenaire, fera également une intervention avant Camille Guilloux et Alain Marguiron, qui viendront nous faire un retour d'expérience et une présentation d'un dispositif de déclaration des événements indésirables en CPTS. Quelques mots pour vous partager les objectifs du webinaire. Le premier, c'est de faire un lien logique entre la détection, l'analyse des EI et la démarche qualité, la gestion des risques en CPTS. Et l'autre objectif, c'est, je vous le partageais, partager un retour d'expérience d'une CPTS sur la gestion des EI en structure de soins coordonnés. Pour ce qui est du sommaire, je crois que je l'ai déjà un petit peu évoqué. Une introduction par Étienne Deslandes, une intervention de Jean-Michel Auriol sur pourquoi et comment on structure un dispositif de signalement des EI en CPTS. Une présentation, des EI et de leur analyse, leur réglementation, le cadre finalement par Jean-Michel Auriol. Ensuite, le sens de structurer un dispositif de signalement des EI en CPTS par Camille Guilloux et Alain Marguiron. Une présentation de l'outil régional et la fameuse présentation d'une formation, proposition d'une formation, le tout avant une séance de questions-réponses. Il est 13h07, on a déjà pris 2 minutes. Je passe donc sans plus attendre la parole à Étienne Deslandes, coprésident de la FEMASORA ECO. À toi de jouer, Étienne. Merci beaucoup, Adrien. Une petite présentation rapidement de notre association, donc la FEMASORA ECO, qui est la Fédération des maisons de santé et de l'exercice coordonné en Auvergne-Rhône-Alpes, une association animée par une équipe de 9 salariés, 9 élus, avec des facilitateurs qui ont pour objectif de venir vous accompagner en tant qu'équipe MSP et CPTS du montage de projet jusqu'à des questions un petit peu techniques. Et c'est à ce niveau-là où on s'implique notamment sur la démarche qualité. Au sein de notre fédération, nous avons une commission qualité qui s'intéresse depuis déjà pas mal de temps à comment est-ce qu'on amène, comment est-ce qu'on acculture les équipes MSP et CPTS à cette démarche qualité. Très rapidement, nos actions, j'en ai déjà parlé, c'est surtout accompagner les équipes à tous les moments de leur vie d'équipe et aussi un rôle de représentation au sein des instances institutionnelles. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur notre présentation pour aller peut-être directement sur un petit propos introductif et laisser vite la parole aux experts. Pour remettre un petit peu en situation, pourquoi la démarche qualité pose vraiment question et nécessite qu'on s'y intéresse de façon un petit peu plus près. Le constat, c'est que on a le sentiment qu'en ville, dans les soins primaires, en ambulatoire, il y a un certain retard peut-être des actions de démarche de qualité par rapport notamment aux établissements. Cette démarche qualité, elle est développée depuis très longtemps dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et peut-être moins, en effet, évidemment, au sein de la ville. À ça, plusieurs raisons. Peut-être la première, la plus évidente, c'est que afin de mettre en place une démarche qualité, il faut déjà avoir des structures dans lesquelles les professionnels se coordonnent. Et mine de rien, jusqu'il n'y a pas si longtemps, les soins ambulatoires n'étaient pas coordonnés. On n'avait pas de MSP, on n'avait pas de CPTS. Et sans ces structures-là, c'est très difficile, en fait, sans lien et coordination entre les professionnels, de mettre en place une démarche qualité. Peut-être une deuxième raison, ça peut être le fait aussi que on a peut-être moins une culture qualité. On parle beaucoup d'acculturation, un besoin d'amener cette culture qualité qui est plus présente dans les établissements. On a moins de fonctions support en ville, on a peu aujourd'hui de responsables qualité ou de services qualité comme on peut voir dans certains établissements. Peut-être aussi parce que jusqu'à présent, on n'a pas de certification. C'est une vraie question aussi qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que va se poser un jour ou l'autre cette question de venir potentiellement avoir une certification sur nos structures coordonnées.
Et à ce moment-là, on aura de toute façon besoin de montrer un petit peu ce qu'on fait et comment on le fait de façon qualitative. Comme on disait, sans coordination des acteurs de soins, pas de possibilité de démarche qualité. Depuis quelques années, quand même, on a des équipes qui se créent, des MSP, des CPTS. Et d'ailleurs, au sein de la CID, ces deux types de structures sont valorisés, la mise en place de démarches qualité. C'est pour ça que notre fédération s'y intéresse depuis quelques temps, en partenariat évidemment avec le CEPRAL, avec qui on partage des objectifs communs, qui sont que les équipes s'approprient cette démarche qualité. L'objectif, c'est que la démarche qualité, elle ne soit pas calquée depuis quelque chose qui existe dans l'établissement vers la ville. C'est vraiment qu'on crée notre propre système, notre propre fonctionnement dans la démarche qualité, afin de ne pas se la faire imposer. Quand je parlais de certification, il y a un petit peu cette idée aussi, c'est que si demain, il faut qu'on montre notre démarche qualité, il faut qu'elle soit vraiment adaptée aux spécificités de l'ambulatoire et des soins primaires. Maintenant qu'on a vu l'intérêt d'y aller, la question c'est comment on y va? Par où commencer? C'est un sujet qui est très vaste. Les portes d'entrée sont multiples et parfois complexes, entre des actions de démarche qualité appliquées aux soins, patient traceur, RMM, enfin il y a beaucoup de choses. L'analyse des structures coordonnées aussi. On a vu pendant longtemps, on s'appuie sur notamment la matrice de maturité qui nous permet aussi d'augmenter en qualité. Il y a beaucoup de questions aussi autour de la structuration et l'utilisation des données de santé. Comment est-ce qu'on va les utiliser pour se fournir des indicateurs de qualité? Aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter un exemple sur les événements indésirables, qui est une porte d'entrée parmi d'autres, mais qui est une porte d'entrée qui est très riche et qui a un intérêt majeur. C'est que déjà, c'est un côté très pragmatique, très appliqué, et puis ça permet d'aller dans des sujets qui sont très vastes. La porte d'entrée événements indésirables permet d'aller sur la communication, le parcours, la structuration, enfin, énormément de choses. C'est pour ça que ça paraissait très intéressant d'aller sur ce sujet. D'autant plus que Camille et Alain ont un retour à vous faire d'un projet qui est extrêmement intéressant. Voilà pour le propos introductif. Je vais laisser la main à Jean-Michel qui va pour le CEPRAL nous faire un point peut-être un peu plus technique, mais bien nécessaire sur les événements désirables. Bon, merci Adrien, merci Étienne, et puis merci à Camille et Alain d'être avec nous aujourd'hui. Je vous dis bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux à accueillir ce webinaire. Donc moi je suis Jean-Michel Auriol, je suis co-directeur du CEPRAL, qui est la structure régionale qualité et sécurité des soins sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Je suis ex-médecin généraliste et j'ai été aussi ex-président de CPTS à Vienne dans l'Isère. Et je suis toujours membre du groupe d'experts événements indésirables à la Haute Autorité de Santé, où je relie un certain nombre d'événements indésirables pour en tirer des enseignements. Je te laisse passer la diapo. Alors le CEPRAL, c'est donc la structure régionale d'appui qualité et sécurité des soins en aura. On a 20 ans d'expérience, qu'on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Ça fait 12 ans qu'on intervient auprès des professionnels du secteur médico-social. On a à peu près 300 structures sanitaires et médico-sociales qui adhèrent chaque année. On a fait bénéficier 1500 professionnels hospitaliers de nos activités chaque année. Et on s'ouvre vers la ville depuis 2011, où on avait commencé à travailler sur la RMM pluriprofessionnelle, et puis où on a fait des actions de formation au CPTS. On collabore avec la FEMASORA déjà depuis plusieurs années, avec un grand bonheur. Et vous trouvez en dessous les moyens de contacter le CEPRAL. Alors, pourquoi c'est intéressant d'instaurer un système de gestion des événements indésirables associés aux soins? C'est ce que veut dire cet acronyme en haut. Alors, l'idée, c'est d'améliorer la sécurité des patients en tirant des enseignements des événements indésirables qui surviennent. On dit que l'événement indésirable, c'est un trésor. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le considérer comme quelque chose de négatif, il faut en faire quelque chose qui nous apprend quelque chose. Ça permet aux équipes concernées de comprendre ce qui s'est passé pour mieux prévenir. Ça permet de mettre en place des barrières pour éviter que l'événement se reproduise. On dit qu'un événement indésirable, c'est quelque chose dont on ne souhaite pas qu'il se reproduise à nouveau. Ça participe au déploiement de la culture sécurité de la structure coordonnée. Ça diminue les risques d'incidents, d'accidents au sein des structures de soins coordonnés et au sein des cabinets libéraux. Et puis, ça permet de favoriser une communication positive en évitant de stigmatiser une équipe ou un professionnel. On essaye d'aller vers dépasser la culture de la faute dont on va parler un petit peu plus loin. Je te laisse avancer.
Alors, l'erreur, parce que à la base d'un événement indésirable, il y a en général une erreur. Et l'erreur humaine, c'est fondamental. On dit que l'erreur est humaine. Mais il faut savoir que l'erreur et la performance sont les deux faces d'une même pièce. Hein, c'est-à-dire, plus on a un système performant, plus on va avoir d'erreurs. Et penser qu'on ne fera jamais d'erreur, c'est illusoire. Alors que c'est avec ça qu'on a été baigné jusqu'à présent. L'erreur, ce n'est pas la faute. La faute, ça relève du domaine de la morale, la justice, des procédures disciplinaires, mais ce n'est pas ce qui permet de comprendre les faits. C'est une façon de s'en débarrasser de la compréhension. Et puis, l'erreur n'est jamais la seule cause de l'événement indésirable. On dit que l'accident n'est jamais le résultat d'une erreur isolée, parce qu'il y a souvent une cascade d'erreurs, on va le voir un peu plus loin. Et puis que la sécurité, ça ne repose pas sur l'absence d'erreurs des opérateurs, puisqu'on en fera tous, mais surtout sur la capacité du système à y résister. Et donc, avoir un apprentissage du système pour résister aux erreurs. Alors, ceci pour vous présenter la dynamique de survenue d'un événement indésirable associé aux soins. Et c'est ce qu'on appelle le modèle des fromages suisses de Rison. Rison a travaillé sur la qualité des soins depuis 50 ans à peu près. Et il nous montre que c'est la succession des défaillances qui perdue à l'accident. On s'aperçoit qu'entre le patient et l'erreur, il y a un certain nombre de barrières qui peuvent s'interposer pour arrêter l'erreur, pour arrêter les conséquences de l'erreur. Il y a les plaques patient, la plaque soignant, la plaque équipe, la plaque tâche, conditions de travail, organisation et contexte institutionnel. Chacune de ces plaques étant censée donc arrêter l'événement indésirable, mais aucune de ces plaques n'est parfaite, il y a des trous dans la raquette, et l'événement indésirable arrive quand tous les trous ont été alignés. Et on s'aperçoit que ce qui est au plus proche du patient, c'est-à-dire le patient et le soignant, qui sont les facteurs individuels, ça ne représente que 15% des causes des événements indésirables. Tout ce qui est structure en amont, correspond aux causes profondes. Donc s'intéresser qu'aux patients et aux soignants, c'est louper 85% des causes des événements indésirables et des manières d'y remédier. On se heurte à quelque chose qui est très judéo-chrétien, c'est la culture punitive. Hein, jusqu'à présent, alors ça commence à changer, mais ce n'est pas encore la perfection, lorsque les erreurs survenaient, soit elles étaient ignorées, cachées, minimisées, ou expliquées par la recherche d'un coupable. Et puis on se débarrassait du coupable, et le même événement indésirable pouvait se reproduire dans les mois qui suivaient, puisqu'on n'avait pas résolu le problème. On avait fait sauter un fusible, c'est tout. Et puis on était allé donc vers cette culture du silence avec une espèce de sentiment partagé entre les acteurs que c'est pas bon de mettre sur la table publique un certain nombre d'éléments, même si ces éléments peuvent être discutés dans des lieux informels et sont connus de tous. On s'apercevait que tout le monde était au courant qu'il y avait une erreur, et puis au lieu d'en profiter, on se débinait, on mettait les choses sous la table, sous le tapis, et c'était sûrement le meilleur moyen d'avoir des problèmes juridiques derrière d'ailleurs. Je te laisse avancer. On essaie d'aller vers plutôt une culture juste. Alors, la culture juste, c'est une espèce de climat de confiance qui incite les personnes à fournir des renseignements essentiels liés à la sécurité et ce qui établit une ligne de démarcation claire entre ce qui est un comportement acceptable et un comportement inacceptable. La culture juste ne veut pas dire qu'on va accepter tout. Les erreurs sont éventuellement tolérables, mais les écarts volontaires à la norme et les violations restent considérés comme des actes délibérés injustifiables. Et ça, c'est René Amaberti qui a travaillé beaucoup au sous-médical qui nous le dit. Et c'est vrai que l'idée de comprendre les choses, c'est pas d'excuser tout, mais de dire l'erreur peut nous apprendre quelque chose et il faut la valoriser. Je vous donne quelques définitions. EI, événement indésirable, c'est un événement clinique ou paraclinique non désiré, source de dommages pour le patient, soit des dommages avérés, il y a un vrai préjudice, soit potentiels, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'analyser des événements indésirables potentiels est aussi pertinent en termes d'action d'amélioration, mais moins culpabilisant que quand il y a un préjudice envers le patient. Le IAS, qui est l'événement indésirable associé aux soins, c'est un événement indésirable survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation, d'un traitement. C'est le décret de 2010 qui l'a défini. Et un événement porteur de risque, c'est le potentiel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un événement indésirable associé aux soins qui aurait pu provoquer un préjudice au patient, mais qui a été évité par le professionnel ou le patient, ce qui permet de mettre en valeur les barrières de récupération et de prévention. Et on va y revenir. La première étape, c'est la détection des événements indésirables. Et cette première étape, qui consiste à reconnaître l'événement comme événement indésirable, associé aux soins ou à l'institutionnalisation. Et c'est vrai que l'événement indésirable, par exemple en EHPAD, la chute, la fausse route, même si ce n'est pas associé directement aux soins, c'est associé à l'institutionnalisation et donc c'est à considérer comme un événement indésirable. Cette détection est l'étape préalable au signalement, à l'analyse et à la déclaration. On va aller vers toute la démarche complète, mais au départ, il faut le signaler. Cette détection, elle n'est pas si simple.
D'abord parce qu'il y a une certaine méconnaissance de ce qu'est un EIS, surtout actuellement en ville, et Adrien vous en a parlé. Il y a toujours cette crainte de remise en cause des compétences, et je peux vous promettre que pour animer beaucoup de choses sur l'événement indésirable, sur les revues de morbimortalité, c'est très très dur aux professionnels de santé de remettre en cause sa compétence en disant j'ai fait une erreur. Et puis parce qu'il y a cette manque de culture positive de l'erreur dont on a parlé tout à l'heure qui fait que on essaye de la cacher encore jusqu'à présent. Toujours au sujet de cette détection, on se rend compte, et Étienne en parlait tout à l'heure, qu'il y a quand même une très faible proportion des événements indésirables qui sont signalés au travers des systèmes de signalement nationaux. Euh, Probablement qu'on est à entre 1 et 10%, quoi. D'où la nécessité de sensibiliser et de former tous les professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice. Ce n'est pas réservé aux médecins, hein. Tous les professionnels de santé, y compris dans le futur même les représentants de patients, peuvent être sensibilisés à la détection de ces événements indésirables. Et puis, il faut retenir une définition consensuelle de ce que sont les événements indésirables associés aux soins que l'on veut signaler. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas tout déclarer, il y a une réflexion d'équipe sur qu'est-ce qu'on va déclarer qui va apporter quelque chose en termes d'action d'amélioration, et on y reviendra à la fin. Le signalement, il est fait comment? Par un professionnel seul ou par une équipe après concertation, mais l'idée, c'est plutôt d'introduire la dimension équipe quand on est en structure soins coordonnés. Attention, le signalement n'est pas un outil de délation, c'est de viser un regard critique sur ces pratiques, mais pas sur les individus. Bon, il n'y a pas de remise en cause individuelle, c'est l'événement indésirable non identifié qui va permettre de travailler sur son analyse et la piste d'amélioration. Mais donc, au départ, il faut élaborer un circuit de signalement au sein de la structure, ce qu'on appelle une feuille d'événements indésirables, et son devenir. Qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va la structurer et comment on va la recevoir et la travailler. Et ça sera ce que vous présentera Camille et Alain tout à l'heure. Je te laisse avancer. Alors, pour ce qui est de la formation, sensibilisation, il y a un peu des deux. Aujourd'hui, on est plutôt au niveau de la sensibilisation que de la formation, qui sera une deuxième étape. Pour que le signalement soit le plus pertinent possible, les professionnels de santé doivent connaître les événements indésirables qui doivent être signalés, et donc il y a un travail d'équipe en amont, connaître les supports mis à disposition et leur circuit, donc ça veut dire qu'il y a une communication de ce circuit, et puis connaître les modalités de traitement et de retour d'information. Il est lumineux que travailler sans faire un retour d'information, c'est risquer de décourager les gens et en tout cas de ne pas profiter de l'expérience ou de ne pas faire profiter de l'expérience. Il existe des recommandations OMS concernant ces circuits de signalement. Il y a une dizaine de recommandations que je ne vous développerai pas aujourd'hui, mais qui existent pour définir un système de signalement qui soit performant. Il faut rester factuel. On est d'accord, on ne travaille pas sur des impressions, sur des ouï-dire. C'est des faits, rien que des faits. J'aime bien ces petits dessins. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not a truth. Tout ce qu'on entend n'est qu'une opinion, c'est pas un fait. Tout ce qu'on voit n'est qu'une perspective et pas la réalité. Et on s'aperçoit que selon comment on regarde ce dessin, eh ben, on ne voit pas la même chose. Donc, on va travailler que sur du factuel. Je te laisse avancer. Et là, on passe à une étape supplémentaire. C'est-à-dire que si l'événement indésirable associé aux soins est un événement indésirable grave associé aux soins, et effectivement, certains des événements indésirables signalés peuvent être des événements graves à déclarer sur le portail national. Depuis 2016, cette structure existe, mal connue sûrement en médecine de ville. Et donc, je pense qu'il faudra définir un circuit en interne au niveau des structures de soins coordonnées pour accéder à ce portail, profiter l'ensemble des foyers de santé de ces événements indésirables et surtout de leur analyse et de leur piste d'amélioration. Et qui c'est qui va le renseigner, ce portail? Parce que c'est quand même un outil qui a une certaine complexité, hein, donc il faut l'aborder. Alors, il faudra définir dans les structures de soins coordonnés, est-ce que c'est le professionnel lui-même, est-ce que ce sera un coordinateur, et dans quel délai? Et il faudra aussi définir comment l'information circule à l'intérieur de la structure. En tous les cas, les CPTS et les structures régionales d'appui comme le CEPRAL peuvent épauler les professionnels libéraux dans les déclarations et les analyses d'événements indésirables. C'est typiquement un de nos rôles. Une fois qu'on a détecté, signalé, on arrive à l'analyse. Donc, on a un événement indésirable, on l'a défini, on en a fait une chronologie, et donc l'idée, c'est de l'analyser pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, il faut
identifier en charge, identifier les barrières qui ont résisté, et pour les valoriser, pour montrer quand même aux équipes qu'ils ont déjà des choses, ils font déjà de la qualité sans le savoir, hein, comme M. Jourdain faisait la prose sans le savoir. Identifier les causes immédiates, mais on a vu que les causes immédiates, il faut les connaître, mais pour en déterminer les causes latentes et profondes, la cause immédiate n'expliquant pas tout et n'étant pas toujours très pertinente en termes d'amélioration de la qualité des soins. Et puis, il faudra tirer les comptes des résultats, c'est-à-dire définir des barrières à mettre en place pour éviter la reproduction de l'événement ou en atténuer les conséquences, planifier les actions à mettre en œuvre et partager l'expérience à un niveau local, régional, voire même national. Et en tout cas, ça, c'est par exemple le rôle de la HAS. La mise en place des actions. D'abord, il faut définir les actions d'amélioration. Il y a des actions sur l'organisation, la composition de l'équipe, les procédures écrites, les protocoles de soins, l'approvisionnement, etc. Il y a des actions sur la communication, et ça, c'est vraiment un gros travail, hein. Les communications entre les problèmes de santé sont souvent générateurs d'événements indésirables. Et puis, c'est aussi les communications entre les problèmes de santé des patients, entre les problèmes de santé des familles, etc. Donc, la communication est sûrement un axe d'amélioration qui est fondamental et qu'on retrouve très souvent dans les événements indésirables. Et puis, il y a des actions de formation également et de sensibilisation en interne ou en externe, mais la formation n'est pas la réponse unique à l'amélioration de la qualité des soins. Pour chaque action, ce n'est pas uniquement un objectif, hein, il faut définir un responsable, définir un calendrier, ou si besoin, valider l'action par un décideur, et puis diffuser l'information et suivre cette action d'amélioration pour voir si elle est mise en place et si elle est efficace. C'est la démarche qualité en général, la route de la qualité. Je te laisse avancer. La mise en place des actions est à déduire des causes profondes, d'ailleurs des mesures de prévention pour diminuer la fréquence des événements désirables, des mesures d'interception ou de détection qui permettent de repérer l'événement désirable et de l'intercepter avant qu'il ait des conséquences, et puis des mesures de protection, c'est-à-dire essayer de diminuer la gravité d'un événement indésirable quand il doit survenir. Et puis surtout, une hiérarchisation. Ce n'est pas la peine de faire une liste à la Prévert de toutes les choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fera jamais parce qu'on n'en a pas les moyens humains ou matériels. On essaie d'en retenir une à trois, soit par pondération des causes, soit surtout en fonction de l'acceptabilité, de la faisabilité, c'est-à-dire les ressources de la structure, les délais qu'on a, les difficultés qu'on a de les mettre en place. Et puis, le partage d'expérience est fondamental. Une fois qu'on a analysé, il faut en faire profiter l'ensemble de la communauté. Donc déjà communiquer en interne, communiquer sur le traitement des signalements, communiquer sur les analyses approfondies qui ont été réalisées, communiquer sur les actions correctives qui ont été mises en place, d'abord pour qu'elles soient bien comprises et les gens se les approprient, et c'est ce que je disais, pour que les professionnels les intègrent dans leur pratique. Il faut envisager que la synthèse de l'analyse soit anonyme et que ça ne fait pas partie du dossier patient. On est bien d'accord, l'analyse est à archiver au sein de la structure coordonnée, mais ne doit pas être archivée dans le dossier patient. Je te laisse avancer. Eh bien, je crois que ta présentation est terminée. Tout à fait, j'ai dû finir. Donc, je vais passer la parole à Camille et Alain qui vont nous présenter effectivement leur expérience de détection, de signalement des événements indésirables dans leur structure. Très bien, merci Jean-Michel. Vous devez voir la partie 2 à l'écran. Oui. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter notre retour d'expérience sur la mise en place d'un dispositif de signalement des événements indésirables en CPTS. Je suis Camille Guilloux, je suis sage-femme et directrice de la CPTS des Vallons du Lyonnais dans l'Ouest lyonnais. Dans mon parcours professionnel, j'ai occupé des postes de cadre sage-femme et de directrice adjointe d'une maternité et j'ai eu l'occasion à maintes reprises de mettre en place des projets en lien avec la démarche qualité et gestion des risques. Je suis accompagnée d'Anna Marguiron qui va se présenter également en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Alain Marguiron. Je suis vice-président de la CPTS des Vallons du Lyonnais et actuellement, je suis infirmier libéral sur Craponne. Et dans mon cursus professionnel, j'ai occupé des postes de direction, donc, notamment responsable d'une HAD dans l'Ain et directeur d'un SIAD et d'un SPASAD à Lyon. Donc, on va dire que je suis un petit peu acculturé sur la démarche qualité, que ce soit hospitalière ou extra-hospitalière. Excusez-nous, on n'arrive pas à passer la diapo.
Je suis désolée, je ne parviens pas à passer la suite, je ne sais pas pourquoi. Je vais reprendre le contrôle si vous voulez et Oui, Ouais, ouais, on veut bien, ouais. on va faire ça. je Merci. vous laisse sortir du partage. C'est bon. Pourtant, on l'avait testé juste avant la vision. Ouais, c'est la loi de Murphy, ça. Ouais. Hop. Ça va être la partie 2, c'est Ouais, encore après. ouais, tout Oui. à fait. Je déroule par ailleurs. Voilà. Normalement, ça devrait apparaître chez vous. À vous de jouer. C'est bon. Donc c'est bon, là, voilà. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, on va vous présenter en quelques mots la CPTS du Vallon des Lyonnais. On est situé dans l'ouest lyonnais, donc dans une zone plutôt périurbaine. On regroupe 11 communes et ça correspond à un territoire de 50 000 habitants. Donc on est une CPTS de taille 2. On a signé notre première convention tripartite donc en 2021 et actuellement on est à l'avenant numéro 4. Il est à noter que nous avions inscrit dès l'avenant numéro 2 donc la mission qualité et pertinence des soins qui est une mission optionnelle. Sur notre secteur, 325 professionnels de santé exercent et actuellement, il y a 200 qui sont adhérents à la CPTS, en sachant que ce n'est pas une obligation d'adhérer à la CPTS. Diapositive suivant, merci. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet de la qualité donc en CPTS? Donc, historiquement et depuis près de 25 ans, la démarche qualité et la gestion des risques est portée par les établissements de santé. On dit alors que les professionnels de santé sont acculturés à la qualité. Or, le parcours du patient ne se cantonne pas à l'hôpital. L'hôpital est plutôt considéré comme un plateau technique et la majeure partie de la prise en charge s'effectue donc en soins de ville. Et on trouvait évident d'impulser donc cette démarche en ambulatoire. Ensuite, comme vous le savez, les CPTS peuvent faire le choix d'investir la mission qualité et pertinence des soins qui reste à ce jour optionnelle. Ce choix leur permet alors de bénéficier de subventions spécifiques pour mettre en place des actions. Et enfin, si vous ne le savez peut-être pas, mais le décret du 26 décembre 2025 a relancé la certification périodique des professionnels de santé libéraux. C'est un dispositif récent et obligatoire qui demande aux 7 professions à ordre de justifier du maintien et du développement de leurs compétences pour garantir la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients. Cette certification est composée de 4 axes, dont un axe, l'axe 2, et qui est relatif au renforcement de la qualité des pratiques professionnelles. Dispositif suivant, voilà. Alors, les événements indésirables en ville sont fortement liés aux spécificités des CPTS. En effet, les CPTS regroupent une multiplicité d'acteurs, d'équipes de soins ou encore de lieux d'exercice. Et par analogie, on pourrait comparer un hôpital à une scène de théâtre de par l'unité de lieu versus une CPTS à plusieurs scènes de cinéma de par la multiplicité des lieux. Cela implique différentes interfaces et donc des risques de rupture multiples du parcours de soins, mais également des risques liés à la communication et aux transmissions d'informations. À cela s'ajoute l'isolement fréquent des professionnels de santé libéraux et une culture qualité encore inégale entre les professions et les structures de soins. Tout cela rend donc indispensable un cadre commun et un outil partagé. Diapositive, voilà, merci. Donc, l'objectif de notre expérimentation, donc nos démarches qualité initiées en juin 2023 avaient un objectif principal qui était d'acculturer les professionnels de santé de notre CPTS à la démarche qualité et à la gestion des risques, mais aussi 3 objectifs secondaires, donc formaliser une procédure de signalement des EIAS, identifier les freins et les leviers pour une démarche continue et enfin déterminer les ressources nécessaires à sa pérennisation. Alors, comment avons-nous fait pour mettre en place ce projet? Eh bien, tout d'abord, nous nous sommes inspirés des méthodes issues du monde hospitalier et les avons adaptées aux réalités de l'exercice coordonné en ville. Nous avons travaillé en plusieurs étapes. Nous avons tout d'abord constitué un groupe de travail pluriprofessionnel au sein de la CPTS.
Ensuite, nous nous sommes rapprochés d'un acteur institutionnel que sont les Hospices civils de Lyon par la signature d'une convention en novembre 2023, venue formaliser notre circuit de signalement ainsi que la fiche d'événements indésirables. Une fois cela réalisé, nous avons lancé la communication auprès de nos adhérents. Ensuite, nous avons organisé en novembre 2024 une soirée d'information avec nos partenaires que sont les Hospices civils de Lyon et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le thème de la convivialité. Et à cet effet, nous avons eu l'occasion de diffuser notre court-métrage humoristique en fin de session, suivi d'un quiz interactif permettant aux professionnels de santé d'identifier dans chaque scène du court-métrage un EIS pouvant être signalable à la CPTS. En parallèle, nous avons proposé une formation sur les événements indésirables via le CEPRAL. Nous avons également rédigé une charte de confiance venant apporter un cadre de référence au signalement en CPTS. Nous avons demandé également au groupe de pairs déjà en place d'identifier les différentes thématiques d'EIS par profession pour un meilleur repérage. Et enfin, nous communiquons de manière régulière. Nous organisons en effet des rendez-vous trimestriels venant relater l'ensemble des événements indésirables reçus à la CPTS et les axes d'amélioration les plus pertinents qui en ont découlé. Nous mettons également ce fichier à jour et disponible sur l'espace adhérent de notre site Internet. Alors, concrètement, comment signaler un EIS au sein de la CPTS des Vallons du Lyonnais? Je vais vous représenter l'ensemble des étapes du schéma qui se lit de haut en bas. Tout d'abord, le professionnel qui souhaite signaler un EIS a désormais la possibilité de le faire depuis un formulaire dématérialisé directement sur mon CISRA et j'y reviendrai à la fin du webinaire. Cela implique deux choses. Cela signifie que le formulaire peut être complété depuis un smartphone. Donc, pour les professionnels intervenant à domicile, c'est plutôt très intéressant. Et secondairement, cela signifie que le formulaire est disponible à l'échelle régionale. Ensuite, nous avons créé une adresse de réception CISRA à la CPTS pour, du coup, recevoir les fiches. Le coordonnateur de la CPTS qui va gérer la réception des fiches se met en lien avec les différents interlocuteurs. À noter que pour les Hospices civils de Lyon, ce point est mensuel. En débute une analyse de l'événement indésirable, puis un début d'action d'amélioration. En parallèle, un retour au déclarant est systématiquement réalisé. Et ensuite, les actions d'amélioration se mettent en place. Une communication est faite auprès des adhérents. Une réévaluation est également prévue. À noter que pour tout ce qui concerne les EIGS, dont parlait Jean-Michel tout à l'heure, donc effectivement, le signalement est obligatoire sur le portail en ligne. La CPTS peut être facilitatrice dans l'accompagnement pour les professionnels de santé à la déclaration sur le portail. Diapositive suivante. Alors, je vais vous présenter les résultats 2024 et 2025. Donc, les résultats 2024, ils ont été encourageants. Ils nous ont permis surtout de tester et de réajuster notre procédure de fonctionnement. Donc, nous avons reçu en 2024 26 fiches d'événements indésirables. Sur le diagramme de gauche, vous pouvez voir les structures concernées par ces fiches. Donc, sur les 26, environ la moitié concernait les Hospices civils de Lyon, environ un quart d'autres établissements de santé, un autre quart les CPTS et les professionnels de santé libéraux eux-mêmes, et 2 fiches ont été rendues inéligibles. Pour ce qui concerne les thématiques principales, la majeure partie des FEI concernait des prescriptions médicales à près de 40%, donc cela concerne les prescriptions non conformes ou incomplètes, suivi de près par tout ce qui touche l'organisation de la prise en charge, à savoir la coordination des acteurs, la communication ou encore la continuité des soins. Et enfin, les 2 dernières thématiques concernées sont l'utilisation d'une communication non sécurisée avec près de 20% des signalements et des problèmes logistiques et techniques pour 7,7%. Diapositive suivante. En 2025, nous avons donc reçu 41 fiches d'événements indésirables. Cela signifie que nous avons augmenté ce volume de près de 60% par rapport à 2024. Pour ce qui concerne les structures concernées, sur les 41, 26 concernaient les établissements sanitaires dont l'HAD, 6 concernaient les établissements médico-sociaux, 8 l'intra-CPTS et les professionnels de santé libéraux en général, et une dernière fiche concernait une crèche. Pour ce qui est des thématiques principales, comme vous le voyez sur le camembert, près de 50% concernent l'organisation de la prise en charge, suivi ensuite des prescriptions médicales à 16,4%. Nous avons également des signalements qui concernent le dossier patient, donc c'est ce qui va être dossier incomplet ou dossier non transmis avec 9%, des erreurs médicamenteuses avec 5,5%, des problèmes d'identité-vigilance, de communication non sécurisée à 7,3%, ou encore des défauts de mobilisation de connaissances. Et là, on pense plutôt à tout ce qui est erreur de diagnostic ou retard de prise en charge.
Donc, en fait, ces signalements nous ont permis d'engager des actions concrètes. La formalisation de modèles d'ordonnance, donc avec une large diffusion pour une intégration dans les logiciels métiers. La rédaction d'une checklist de prise en soins infirmiers à domicile qui permet un début d'accompagnement à domicile sans rupture. L'amélioration et l'automatisation de l'envoi de lettres de liaison depuis l'hôpital initié avec les HCL. Ces fiches d'événements indésirables nous ont aussi permis la promotion et la formation à l'outil Mon Sisra pour réduire les communications non sécurisées. Et plus récemment, l'organisation de comités de retour d'expérience ville-hôpital, notamment avec l'achat des soins et santé. En fait, ce sont souvent des petites actions, mais cumulées, elles améliorent réellement la sécurité des parcours. Nous avons bien sûr rencontré des freins, notamment donc un manque d'acculturation des problèmes de santé de ville à la démarche qualité, la crainte du jugement ou d'une forme de délation, la manque de temps et la surcharge administrative, et enfin l'absence de cadre clair et formalisé en CPTS. Mais nous avons aussi identifié des leviers puissants, l'implication d'un coordonnateur dédié et compétent, qui nous apparaît au fil du temps être de plus en plus un prérequis essentiel, l'implication de la gouvernance de la CPTS, un groupe qualité pluriprofessionnel moteur, une communication régulière, transparente et positive, un lien direct avec la certification des professionnels de santé libéraux, et enfin une procédure de signalement simple, sécurisée et rapide via un formulaire de signalement dématérialisé. En somme, plus le processus est simple et soutenu, plus il est adopté. Alors, comment pourriez-vous valoriser tout cet investissement dans vos ACI? Alors, nous tenons à souligner que ceci est une suggestion et s'inspire de notre propre expérience, mais en première année d'investigation, ces indicateurs pourraient être les suivants. Donc, la formalisation d'une procédure de signalement des événements indésirables en interne, l'établissement d'une convention de partenariat avec un établissement volontaire, et cette convention, viendrait formaliser le circuit de signalement spécifique entre la CPTS et l'établissement et le moyen de signalement et donc la fiche d'événement indésirable. Une formation également peut être proposée aux professionnels de santé libéraux aux événements indésirables. Donc, ceci vient définir en fait votre procédure interne et former un premier noyau de professionnels de santé à la gestion des événements indésirables. C'est une phase indispensable, même si elle est peu visible au début. En seconde année, et là, une fois que votre procédure de fonctionnement est définie et mise en place, ces indicateurs pourraient être, par exemple, la réalisation de comités de retour d'expérience issus des signalements entre la ville et un établissement de santé, ou encore un nombre de circuits de signalement formalisés avec des établissements partenaires. On parlait tout à l'heure des hospices civils de Lyon, mais on voit au bout de 3 ans que petit à petit, on prend contact avec d'autres établissements de notre territoire, mais pas que. Et cela implique de définir des circuits de signalement spécifiques à chaque fois. L'objectif est ici vraiment de travailler sur les interfaces qui sont source de nombreux événements indésirables. Donc, en conclusion, donc, cette expérience montre que l'impulsion d'une démarche qualité et gestion des risques en CPTS est possible. La mise en place du signalement des EIAS est un dispositif innovant et reproductible. Elle contribue à améliorer la sécurité des soins par la culture positive de l'erreur, favorise l'interconnaissance des acteurs et renforce leur confiance. Enfin, le lien avec la certification des professionnels donne du sens et motive leur participation au projet. Cette première étape permet au CPTS de rendre visible leur investissement dans la démarche qualité et donc de démontrer notre volonté de participer à la définition d'un éventuel futur référentiel de certification issu des pratiques de terrain. Enfin, il nous paraît essentiel de faire évoluer les formations initiales et continues des professionnels de santé libéraux et salariés. Et pour terminer, nous voulions, Camille et moi, remercier l'ARS, les HCL ainsi que Jean-Michel Auriol qui nous ont aidés lors de l'initialisation du projet et qui continuent encore à nous accompagner dans le développement de ce dispositif. Diapositive suivante. Voilà, je vais rapidement vous parler maintenant du formulaire d'événements indésirables sur mon Sisra. Donc, ce formulaire a été un élément clé pour rendre le dispositif opérationnel et plus simple sur le terrain. Et donc, l'objectif principal, vous l'avez compris, était de faciliter en fait le signalement
On voit, voilà, merci. De faciliter le signalement des événements indésirables par les professionnels au cabinet ou à domicile de manière sécurisée. L'outil a été réfléchi en inter-CPTS sur la base de la fiche version papier et j'en profite pour remercier les CPTS qui ont participé à ce groupe de travail. Ensuite, ce formulaire a été testé durant 2 mois et des réajustements ont été opérés. Il est désormais fonctionnel et à disposition des CPTS de la région depuis janvier. Il est donc disponible depuis PC et smartphone. Un des prérequis nécessaires est cependant d'avoir formalisé le circuit de signalement en intra-CPTS et notamment la création d'une adresse de service spécifique MonSysra pour la CPTS en question. L'outil vous permet également de suivre les signalements de manière sécurisée depuis l'onglet Mes patients sous forme d'un tableau de bord avec la possibilité de transférer directement l'AFEI vers une autre adresse Sysra, qu'elle soit d'un établissement de santé ou d'un professionnel libéral. Pour ceux qui le souhaitent, nous prévoyons d'organiser un futur cours webinaire spécifique lié à l'utilisation de l'outil en lien avec le GCS SARA très prochainement. Et donc, nous allons laisser la parole à Jean-Michel pour terminer sur la proposition de formation. Oui, rebonjour à toutes et tous. Donc, l'idée qu'on a travaillé avec Camille, Alain et puis avec la FEMA SORA, outre la présentation plus formelle de l'outil dont vous a parlé Camille, c'est de faire en une sorte de 2 temps, faire une journée de 7 heures en inter-CPTS, une formation action sur la démarche qualité et les événements désirables, avec un public visé qui serait la gouvernance, les salariés et les professionnels de santé, la culture et la qualité, et essentiellement les membres du groupe qualité des CPTS, avec des aspects théoriques, des aspects pratiques, avec des ateliers. L'idée, c'est qu'à l'issue, les participants puissent connaître les bases d'une démarche qualité et mettre en place un dispositif de signalement au sein de leur CPTS. Et puis, deuxième temps, pour peaufiner un peu, c'est d'avoir éventuellement un accompagnement sur site personnalisé sur les CPTS désireuses, avec un temps 1 un dispositif, en général 2-3 heures en soirée, avec une exploration des leviers et des freins au sein de la CPTS, en présence de l'équipe pilote, la gouvernance et des professionnels de santé adhérents, et puis un temps 2 qui serait un accompagnement d'une première réunion d'analyse d'événements indésirables, pareil, 2-3 heures en soirée, et avec l'équipe pilote et la gouvernance, de façon à vraiment formaliser et montrer aux gens comment on analyse un événement indésirable et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et puis, l'idée, c'est que dans le futur, il y a un accompagnement à distance de la mise en place du dispositif, avec un état des lieux, un réajustement, qui est quelque chose qu'on envisage dans le futur, une fois qu'on aura mis en place tout ça, pour ceux qui seraient désireux et dont on va vous demander si vous en êtes d'accord dans le futur. Et merci pour ces présentations. Je crois qu'on a parfaitement tenu le timing, au point même d'avoir rattrapé un petit peu de temps. Merci pour votre efficacité. Et je crois que le temps est venu de prendre les questions qui commencent à émerger sur le chat. Et pour ce faire, j'invite Claire, ma collègue, à ouvrir son micro. Et je vais même te mettre en évidence pour tout le monde. À toi de jouer, Claire. Merci. Alors, première question qui est de Lucille, concernant donc plutôt, il me semble, la présentation de Camille et Alain. Combien de temps de coordination est-il dédié à votre action? Question piège. Non, c'est vrai que il faut le savoir, il faut en avoir conscience. C'est un projet qui demande quand même du temps. Alain l'a dit, une forte implication collective du groupe qualité, mais aussi de la gouvernance. J'aurais du mal à estimer vraiment le temps que ça prend, mais voilà, il faut savoir que c'est quand même assez significatif au même titre, j'ai envie de dire, qu'une autre mission que vous pouvez investiguer dans vos ACI ou un autre groupe de travail. Voilà, il faut être régulier parce que vous allez recevoir des fiches d'événements indésirables et il faut les traiter au fil de l'eau. Ne pas laisser trop de temps entre voilà, le signalement et, si possible, l'action d'amélioration, ou en tout cas, essayer de faire un retour au déclarant sans trop tarder, même si les actions ne sont pas encore définies. Voilà, et puis tout ce qui concerne la communication auprès des adhérents.
prend aussi du temps, mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme tous les projets que vous menez au sein de la CPTS. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'accompagner avec un groupe de travail pluriprofessionnel et aussi partager un peu les tâches, parce que c'est clair que, bon, Camille, même s'il y a 3 salariés dans la CPTS, c'est vrai que, bon, on n'a pas que cette mission à mener, donc, et d'où le fait qu'il faut vraiment s'appuyer sur le groupe de travail pluripro, hein. J'insiste sur le côté pluripro parce que plus les professions seront représentées, plus il y a aussi d'écoute vis-à-vis des pairs de ces professions-là aussi, hein. Pour compléter ce que disent Alain et Camille, je pense qu'il y a un temps incompressible de mise en place qui est sûrement plus long qu'une fois que ça roule, que les choses sont définies, il n'y a plus que les réunions d'analyse et les communications à faire, hein. Donc il y a sûrement un investissement la première année. Mm. Allez, j'enchaîne avec une deuxième. Je les prends un peu dans l'ordre. Pour l'instant, il y a Salvine qui demande est-ce que vous vous êtes inspiré de l'outil de la matrice de maturité ou pas du tout dans la construction de ce projet? Non, pas du tout. Comme je le disais, on s'est inspiré vraiment de ce qui se faisait déjà en hospitalier du fait de notre expérience, hein, et on l'a adapté vraiment aux spécificités de l'exercice coordonné en médecine de ville. Puis la matrice de maturité, c'est vrai qu'on est peut-être vraiment plus ciblé MSP que CPTS pour le coup. Ça marche. Alors, il y a Océane qui demande quelle profession compose votre équipe qui analyse les EI? Est-ce qu'elle change en fonction de la nature de l'EI, par exemple? Et est-ce que vous faites une communication régulière? À quelle fréquence? Alors du coup, c'est vrai que le groupe qualité a évolué en 3 ans, hein. Pour ne rien vous cacher, nous étions 3 au départ, Mm. Alain, moi et une infirmière libérale qui avait eu une expérience assez prononcée en hospitalier, et donc pour qui la démarche qualité gestion des risques parlait beaucoup. Et puis de fil en aiguille, voilà, d'autres corps de métier nous ont rejoints. Donc actuellement, on a un médecin généraliste, 3 kinés, 3 infirmiers, moi-même qui suis sage-femme et bientôt un pharmacien. Donc, c'est assez représentatif. Et après, en fonction, voilà, ça n'empêche pas que les autres professions peuvent nous faire des signalements. Bien évidemment, je pense par exemple aux orthophonistes ou aux sages-femmes. Euh, voilà. Et à quelle fréquence on communique? Comme je vous le disais, on a un rendez-vous trimestriel. Euh, voilà, où là, on relate l'ensemble des événements qui ont été reçus. Ça, c'est pour nos adhérents. On a un groupe de travail qualité mensuel pour maintenir la dynamique. Et puis, donc, on met à disposition le fichier de suivi des EI sur notre espace adhérence qui permet aux professionnels d'aller voir finalement qu'est-ce qui a pu être signalé, de filtrer par profession et de voir à quoi ça aboutit. Ok. Donc là, on a des questions plutôt en lien avec les ACI. Je vais en mettre deux dans une. La CEPAM, est-ce qu'elle fixe en année 2 ou 3 un indicateur de nombre de FEI à faire remonter par an dans le cadre de l'ACI? Et je trouvais que c'était aussi complémentaire. Est-ce que la somme allouée à cet indicateur, elle est la même qu'au début? Et sinon, est-ce que c'est toujours supportable pour votre CPTS en termes de budget? Mm. Alors, les premières années, je ne saurais pas dire si c'est systématiquement associé à un nombre de FEI. Nous, on l'avait fait au départ, Mm. parce qu'à partir du moment où on mettait le processus en place, on voulait tout de suite passer à l'action. Donc, on s'était mis un nombre de FEI qu'on a fait évoluer au fil des années. Euh, et plus ça va, et plus c'est vrai que bah, c'est compliqué forcément d'arriver à tout gérer. Voilà, mais la CEPAM n'est pas vraiment, j'ai envie de dire, elle nous a suivis sur ce projet Mm. depuis le départ parce qu'ils étaient novices et que on avait très envie, nous, d'aller plus loin. Donc, ils nous ont fait confiance et je crois qu'ils continuent à nous faire confiance, en Mm. fait, Mm. dans ce projet. Donc, ils sont ouverts à toute proposition. Et surtout, ils voient les résultats. Après, par rapport aux ACI, effectivement, bah, alors tout dépend aussi de la taille des CPTS, hein. Plus la taille est importante, plus les ACI sont importants. Donc, bon, on arrive à atteindre nos objectifs pour avoir un budget qui corresponde donc à nos actions en place. C'est sûr qu'il y a une maîtrise du budget naturellement à avoir, mais bon, je pense que les ACI qui sont
qui sont destinés donc à cette mission optionnelle, je pense que suffisent largement pour mener des actions concrètes. Est-ce que vous avez une forme de coordination avec le DAC? Une quoi? Excusez-moi. Une forme de Une forme de coordination. coordination, pardon. Quelle coordination avec le DAC? C'est ça la question. Je pense la même coordination que toutes les CPTS ici présentes. Donc, une relation et des liens qui se créent au fil de l'eau, au fil des situations. On n'a pas eu de situation liée à des événements indésirables, en tout cas pour le moment, mais ça pourrait effectivement être le cas à l'avenir. Et la FEI pourrait être du coup un bon moyen de communication et de traçabilité de l'événement entre nos deux entités. Alors, ce qu'on a pu remarquer, ce qu'on n'avait pas anticipé comme phénomène, c'est que par le biais d'une déclaration d'événements indésirables, ça permet vraiment de renforcer la connaissance entre professionnels de santé libéraux de secteur et aussi entre les hôpitaux et les CPTS. Et même si au début, ça peut être quelque chose de négatif parce qu'on va signaler quelque chose, ça permet vraiment de développer une collaboration euh, plus active avec tous les acteurs de soins. Là, la personne qui avait posé la question a mis un petit complément dans la conversation. Elle expliquait que sur le Puy-de-Dôme, il y avait un formulaire justement EI qui était créé par le DAC, quoi. Si je comprends bien. D'accord. Merci pour l'information. Il y a une question de comment est-ce que vous réussissez à aborder les FEI qui concernent les adhérents de la CPTS, de votre CPTS? Ça me Je fait réponds ou je réponds? je commençais à... il reste encore quand même cette opinion sous-jacente de forme de délation ou la crainte du jugement. C'est clair que c'est beaucoup plus facile de faire des fiches d'événements indésirables quand ça concerne l'hôpital ou un établissement médico-social. Ensuite, de faire une fiche d'événements indésirables concernant un de ses confrères qu'on croise assez régulièrement, c'est un peu compliqué. Mais après, bon, il faut vraiment ressortir de là en disant que c'est vraiment une culture positive de l'erreur et qu'on n'est pas là pour juger, c'est pour éviter que cet événement se reproduise. Donc là, actuellement, on est dans une réflexion, effectivement, parce que bon, c'est éventuellement une source de difficulté. Donc là, actuellement, on est en train de revoir un peu une procédure un peu spécifique dans les FEI en intra-CPTS. On va y arriver. Hein. C'est à partir du moment où tout le monde est conscient qu'on croit c'est pour améliorer la qualité des soins, il n'y a aucune raison, à partir du moment où c'est pas des interactions personnelles, il n'y a aucune raison que ça soit mal pris ou pas. Mais bon, ça peut l'être, ça c'est clair. Voilà, donc on a une procédure en cours de réflexion spécifique entre ACPTS. Juste avant de continuer sur les questions, on arrive vraiment au terme de l'heure officielle, du temps officiel. Est-ce que les intervenants sont OK pour qu'on se donne 5 minutes de plus pour traiter les quelques questions complémentaires? C'est OK? Eh ben, Oui, super, merci. Pense au questionnaire d'évaluation à faire passer également. C'est fait, il est dans la conversation. Mais merci de la relance, bien vu. Il y a de nouveau une question en lien avec les ACI et puis peut-être en lien avec les indicateurs que vous suivez dans ce cadre-là avec l'assurance maladie. Est-ce que vous avez une crainte que la recherche d'ACI soit systématiquement liée finalement à la déclaration d'FEI supplémentaire, alors que l'idée initiale serait plutôt qu'on en ait de moins en moins, pour démontrer aussi la qualité des soins sur le temps? Comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont pas à cheval sur le nombre de déclarations. Le nombre de déclarations vient en fait attester de
la bonne mise en place de la procédure et du circuit de signalement, c'est ça qui est important. Et surtout la pertinence du signalement jusqu'à arriver à une action d'amélioration euh, qui soit logique. Donc, je n'ai pas particulièrement d'inquiétude par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, et on l'a dit dans notre diapo, c'est que pour les événements plus complexes, ça nous amène à réaliser des analyses de manière plus approfondie en lien alors souvent avec les établissements hein, qui ont, eux, des services qualité aussi. Et du coup, ces cas-là sont très intéressants. Sont très intéressants et c'est ce qu'on demande à formaliser aussi dans nos ACI, puisque forcément, ça va aussi prendre plus de temps. Pour rebondir sur ce que dit Camille, je pense que l'augmentation du nombre de feuilles d'événements désirables n'est pas un signe de mauvaise qualité, c'est plutôt un signe d'acculturation Oui. de la démarche qualité en CPTS et plutôt un signe de bonne santé du système. C'est vrai que je pense que moins il y a de feuilles d'événements désirables, plus on peut se dire que les gens mettent des choses sous le tapis, alors plus ils en déclarent, plus ils sont rentrés dans la démarche. Oui. Complètement. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on fait une analyse des thématiques, c'est d'une année sur l'autre, voir si les thématiques ont varié en pourcentage. Là, bon, entre 2024 et 2025, on s'est aperçu que tout ce qui concernait les ordonnances non conformes avait eu tendance à disparaître. Alors, on veut éventuellement espérer que c'est le fait qu'on ait formalisé des ordonnances préformaté qui a pu faire aussi diminuer cela. Donc voilà, mais après la CEPAM, ils vont pas nous demander chaque année de rajouter des centaines de FEI en plus, parce que là pour l'instant on était parti de zéro, donc nécessairement plus on a culture, plus le personnel de santé donc déclare. Mais à un moment donné, on va pas non plus avoir des milliers et des milliers de FEI parce que bon, on se poserait des questions effectivement. Donc, Ok. Peut-être on va terminer avec celle-ci. C'est peut-être plutôt un avis, un retour. Donc, il y a Clément qui nous partage un exemple sur le fait de créer une FEI suite à un événement indésirable associé aux soins. Il prend le cas donc d'un patient qui rentre le vendredi, voilà, d'un patient de 56 ans, pardon, suite à son passage aux urgences qu'il avait adressé, lui, donc pour douleur thoracique cliniquement typique d'Angor de Novo, sans courroux d'emblée. Finalement, courroux en urgence le dimanche suite à l'altération de l'état général du patient. Et donc, après le service des urgences, avant la création, donc il met bien ça entre parenthèses, avant la création de la FEI Ville-Hôpital, il avait eu une réponse d'une possible RMM en interne au service des urgences, mais avec un refus de leur part, si je comprends bien, de leur en faire un retour, de lui en faire un retour voilà, sur le terrain en soins primaires. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça aussi sur le lien ville-hôpital? On n'a jamais rencontré de refus. Au contraire, tous les établissements qu'on a sollicités, et là on est agréablement surpris, en même temps pas tant que ça. Ils sont tous très ouverts à créer des liens et travailler sur la qualité et analyser si besoin les événements ensemble. Donc nous, on a toujours eu de très bons accueils. Donc voilà, je suis un peu surprise par ce retour. Je dirais que l'humain reste l'humain. Il y a toujours des problèmes personnels dépendants au niveau des événements désirables. Par contre, ça peut être la bonne indication si euh, le bon argumentaire pour dire au service d'urgence, ben à ce moment-là, faisons des RMM ville-hôpital plutôt que vous fassiez des RMM tout seul. Auquel cas, il n'y aura pas besoin de communiquer quoi que ce soit. On se mettra autour de la table pour réfléchir sur cet événement désirable, comment on peut mieux fonctionner à l'avenir. C'est vrai que les RMM ville-hôpital, c'est souvent entre les urgences et, et la ville. Et je crois c'est peut-être quelque chose à valoriser dans le futur, si on veut qu'il y ait une vraie communication entre la ville et l'hôpital et que les acteurs, les divers acteurs se connaissent mieux. On juge moins les autres quand on les connaît. Bon, alors, il faut aussi se dire que les hôpitaux travaillent aussi sur le parcours de soins et donc ils ont aussi intégré que dans le parcours de soins, il y avait aussi des temps de domicile. Je sais que on avait assisté à des réunions, notamment avec Lyon Sud, où ils étudiaient justement pour les parcours de soins
de patients. Donc, heureusement qu'il y a la particularité du domicile est prise en compte. Donc, non, mais comme le dit Camille, les hôpitaux sont plutôt bien sensibilisés et apprécient plutôt le fait que nous aussi, on essaie de se mettre un peu au niveau des hôpitaux. Donc, Alors, comme on arrive vraiment à la fin du temps réglementaire, je vois qu'il y a une demande de prise de parole. Je ne sais pas si on va pouvoir la prendre. Il est 14h06. Là, on risque de vraiment décaler beaucoup. Est-ce qu'il y a eu du coup une nouvelle question en ligne? Est-ce que vous pouvez également des FEI par l'hôpital concernant les EIS? Bon, voilà, on repart sur d'autres questions. Ce qu'on vous propose, en tout cas, c'est peut-être de mettre un terme à ce webinaire, de nous adresser vos questions par mail, vos questions complémentaires ou vos demandes de contact. Et nous, on pourra les traiter dans un second temps et on s'engage vraiment à le faire. N'hésitez pas vraiment à nous l'envoyer. Peut-être vous donner une adresse mail de gestion de tout ça. Hop, je vous la mets dans le chat. Je vais vous donner mon adresse. Merci à toutes et tous pour déjà aux intervenants de nous avoir fait ces partages de connaissances, de bonnes pratiques, ce rétex. Merci au CEPRAL pour ce partenariat fertile. Merci Camille, Alain pour voilà, ce rétex. Étienne, merci à toi aussi d'avoir pris un temps là pour resituer ce sujet dans la démarche qualité plus globalement dans l'exercice coordonné. Merci à toutes et tous qui étiez derrière vos écrans. Vous faites parvenir le replay très rapidement. Et puis, je n'oublie pas non plus de remercier l'équipe de la Fédé qui était derrière voilà, pour essayer de mettre tout ça en musique. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Étienne, Jean-Michel, Camille, Alain. Nous, on vous engage vraiment à répondre au questionnaire de cette satisfaction suite à ce webinaire, parce que bon, ça nous permettra aussi d'avancer, et puis pour aussi voir si cette proposition de formation action peut vous intéresser pour mettre en place donc ce dispositif au sein de vos CPTS. Voilà. Effectivement, je rebondis pour dire qu'on attend un peu les retours des gens qui ont participé à ce séminaire pour savoir et pour éventuellement modifier nos programmes de formation et s'adapter à ce qui nous sera retourné, y compris dans les verbatims. Et moi, j'appuie juste les remerciements pour Camille, Alain et Jean-Michel. Je pense que on montre jamais mieux que par l'exemple. Donc c'était très riche, merci beaucoup. Moi j'ai trouvé ça très clair, très intéressant. J'espère que ce sera un sentiment partagé par l'ensemble des personnes autour de ce webinaire. Et puis j'espère que ce sera un premier pour d'autres interventions. Merci à toutes et tous.